Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'Hôtel de Région d'Aquitaine, au nom du président Alain Rousset et en compagnie d'Anne-Marie Cocula, qui est vice-présidente à l'éducation et à la culture. Je m'appelle Gérard Boulanger, je suis délégué à la culture et à la citoyenneté. C'est un peu à ce titre, évidemment, qu'on m'a demandé de vous accueillir au nom du président Rousset. Et aussi, peut-être, je parle sous le contrôle de mon ami Manuel Diaz, qui est l'infatigable acteur de ce travail de mémoire autour de la personnalité extraordinaire de Manuel Sosa Mendes. Et je pense que la volonté de Manuel, organisant d'ailleurs année après année des venues à Bordeaux, soit des enfants ou des collatéraux de Manuel de Sosa Mendes, soit Aristide de Sosa Mendes, pardon. Tu vois, tu me troubles. Et aussi, cette année, je sais qu'il y a parmi vous un certain nombre de personnes qui soit ont été sauvées par Aristide de Sosa Mendes, soit qui sont des descendants de personnes qui ont été sauvées par un des 30 000 visas que le consul du Portugal à Bordeaux, au mois de juin 1940, entre le 17 juin et la fin juin 1940, a dispensé très généreusement, soit à Bordeaux, soit à Bayonne, soit à Biriatou, parce que, d'une certaine manière, il avait compris, notamment je pense grâce à son frère jumeau César, qui était l'ambassadeur du Portugal à Varsovie, que beaucoup de personnes étaient en danger, et notamment les Juifs, du fait de la politique du gouvernement nazi. Donc, il a, malgré les ordres contraires et express du dictateur du Portugal, Salazar, il a signé 30 000 visas. Il a été dit par un historien israélien que c'était le plus grand acte de sauvetage de toute la guerre. Effectivement, nous savons qu'il y a eu un acte de sauvetage comparable par un diplomate suédois en Hongrie, Wallenberg, qui a sauvé lui aussi 30 000 personnes. Mais j'attire votre attention sur le fait que le sauvetage de Sosa Mendes est un sauvetage tout à fait exceptionnel par le caractère prématuré de la prise de conscience qu'il révèle. Je vous rappelle, sans vouloir vous infliger un cours d'histoire, que la décision de la Shoah, la décision de l'extermination des Juifs d'Europe, pour parler comme un professeur américain bien connu, Raoul Hilberg, eh bien, cette décision a été prise par Hitler en 1941, à l'été ou à l'automne 1941. Et nous le savons notamment par les carnets d'Himmler, où il est marqué une phrase « plus aucune permission de sortir du Reich pour les Juifs ». Et donc, c'est comme cela, et uniquement comme cela, que les historiens savent que cette décision a été prise. Mais, je dis bien, c'est à partir de l'été 1941 que cette décision est prise. En juin 1940, il y a simplement la certitude que les armées nazies sont en train de progresser en France, que l'armée française est battue et que la République est en train de s'effondrer. Ici même, à Bordeaux. Et pendant qu'un certain nombre d'hommes politiques sont en train d'abandonner la République et qu'un homme politique est en train de prendre le pouvoir pour détruire cette République, qui s'appelle le maréchal Pétain, qui sera le chef de Vichy, qui sera le chef des collaborateurs vis-à-vis du régime nazi, le 17 juin, le maréchal Pétain fait un célèbre discours et il dit « Je fais don de ma personne à la France ». Cette phrase est restée très célèbre. J'ose dire, parce que j'ai écrit sur cette période-là et notamment sur ce qu'a fait Sosa Mendes, j'ose dire que Sosa Mendes, à ce moment-là, a fait don de sa personne à l'humanité. C'est quelque chose qui lui a coûté très cher. Il en a été puni très, très durement. Et quand il est enfin retourné au Portugal quelques semaines plus tard, il a été puni par le dictateur qui l'a privé de son poste de diplomate, qui l'a affamé véritablement, puisque Sosa Mendes a été obligé d'aller, y compris à la soupe populaire qui était mise en place par la communauté juive de Lisbonne.
et qu'il a dit à cette occasion, n'est-ce pas, moi aussi, je suis un exilé. Et il était dans son propre pays. Sa femme est morte, ses enfants se sont dispersés dans le monde entier, et cet acte absolument héroïque fait de Sousa Mendes quelqu'un à qui il faut porter une admiration sans mélange, par le nombre des personnes qu'il a sauvées, mais aussi par le côté extrêmement prématuré de cette prise de conscience. Parce que, effectivement, bien plus tard encore, bien des gens n'ont rien voulu voir. Et lui avait compris par anticipation. C'est le premier point que je voulais souligner ici, en vous accueillant au nom du président Rousset. La deuxième chose que je voudrais dire, et ça, en accord avec mon ami Manuel Diaz, qui a voulu mettre cette manifestation sous un double patronage. D'abord l'hommage à Sousa Mendes, mais Manuel a voulu aussi, en tant que président de l'association, à laquelle j'appartiens avec beaucoup d'honneur d'ailleurs, il a voulu qu'on fasse le lien avec un événement qui s'est passé à Bordeaux il y a déjà 15 ans de cela. C'est le procès contre Maurice Papon, qui a été un préfet, un membre du corps préfectoral, qui était secrétaire général de la préfecture, pendant ces années où on déportait des Juifs à partir de Bordeaux. Maurice Papon a signé un certain nombre de documents qui ont permis la déportation d'environ 1660 Juifs de Bordeaux, résidant à Bordeaux, soit de Bordeaux, soit venant du reste de la France, soit venant du reste de l'Europe. Donc, ce procès, évidemment, et je rejoins tout à fait depuis fort longtemps l'analyse qu'en fait Manuel, ce procès, si vous voulez, que j'ai initié en tant qu'avocat, puisque j'ai déposé les premières plaintes en 1981 et que je me suis battu 23 ans pour faire condamner Maurice Papon, ce procès a eu un premier effet, c'est d'obtenir une condamnation où l'État a reconnu la responsabilité de l'État français dans les déportations de Juifs en Aquitaine. C'est un premier point. Mais aussi, je pense, avec mon ami Emmanuel, que ce procès a permis de favoriser un retour mémoriel, parce que les choses étaient extrêmement oubliées ou tues, et qu'il a fallu retrouver un certain nombre de documents pour permettre une telle procédure judiciaire. Mais pour permettre aussi un travail de mémoire beaucoup plus large. Et je partage évidemment l'analyse de Manuel selon laquelle la bataille pour la mémoire autour de la personnalité de Sousa Mendes s'est alimentée aussi de la bataille pour la mémoire autour du procès Papon. Et que plus on parlait de ce qu'avait fait Papon, l'homme qui s'était rendu indigne en signant, c'est ce qu'on appelle le crime de bureau, simplement en apposant sa signature, comme l'avait fait d'ailleurs Eichmann, qui, lorsqu'on lui reprochait ça, d'un fameux procès qui s'est tenu en Israël en 1961, Eichmann disait, mais moi, on lui disait Auschwitz, on lui disait Treblinka, on lui disait Sobibor, il disait, mais moi j'étais dans mon bureau à Berlin. Eh bien, on a eu la même chose. Maurice Papon disait, mais moi j'étais dans mon bureau, je ne faisais jamais que signer. Eh bien oui, c'est bien cela que nous nous reprochions, il ne faisait que signer, mais ces signatures, ce crime de bureau, entraînait des centaines de déportations et donc de morts. Et donc, de la même manière qu'on peut devenir, suivant la belle expression de l'historien Pascal Horry, un tueur stylographique, on peut aussi sauver des vies avec son stylo. Et c'est l'anti-Papon que nous honorons aujourd'hui avec vous, et que le travail acharné de Manuel Diaz et du père Rivière, que je tiens à saluer, qui n'est pas parmi nous parce qu'il est maintenant très âgé, fatigué et plutôt souffrant, mais qui a joué avec Manuel un grand rôle dans le renouveau de cette mémoire de Sousa Mendes. Et il faudra, je pense que Anne-Marie tout à l'heure s'exprimera là-dessus, il faudra aussi que nous fassions un travail particulier en direction des élèves des écoles, de telle manière à associer à ces manifestations beaucoup de jeunes pour qu'ils comprennent à quel point cet homme a eu une importance décisive et que son geste, il l'a payé très durement, sa famille l'a payé très durement, mais c'est un geste qui est un geste phare pour l'humanité. J'arrêterai là. Je vous dirai qu'il y a pour moi évidemment beaucoup d'émotions
à reparler d'Aristide, avec qui j'ai beaucoup vécu quand j'écrivais des livres concernant ces questions-là, et avec qui j'ai beaucoup discuté avec Manuel de son action, et aussi quand je me suis rendu compte au fur et à mesure du déroulement de l'affaire Papon, donc je vous répète qu'elle a duré 23 ans, mais notamment au cours d'un procès qui a duré 6 mois à Bordeaux, que la figure de Sousa Mendes formait un contrepoint qui nous laisse place à l'espoir. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Ici aussi la présidente de l'association des personnes qui ont été sauvées par Sousa Mendes aux États-Unis. Je vous en prie, madame, le micro est à vous. Ce micro est pour la télévision, pour parler en anglais. Donc vous pouvez parler en anglais sans problème. Hi everybody, my name is Olivia Mattis. I am president of the Sousa Mendes Foundation. And we are an organization that was founded 3 years ago in Seattle, Washington, but we operate from coast to coast. And we are devoted to honoring the memory of Sousa Mendes. We're devoted to we have 2 parts to our mission. One is to raise funds for the creation of a museum and a memorial to Sousa Mendes and the events of 1940. So that's a long-term project, and the second project is to organize events from coast to coast in the United States and in Canada as well. We're really operating throughout North America. So this here is one of our events. We have a delegation of 45 people that includes, today we have 2 visa recipients. We have Mr. Lee Sterling, who was 4 years old when he received a visa from Aristide de Sousa Mendes. We have Mr. Charles Teschner, who was 6 years old when he received his visa. We have a number of other visa recipient descendants. And we have 2 granddaughters of Sousa Mendes, Sheila Branches-Pierce, who has come here from California, and we have here Linda Mendes, who has come from Montreal, Canada. So, and others have come from Brazil and from England and really from all the countries to take a walk in the footsteps of Sousa Mendes and the refugees of 1940. So one of the big projects of our foundation is that we are trying to figure out who are all these people. There's a figure that's repeated over and over. 30,000 people saved by Sousa Mendes. Well, this is a figure that dates from the time, from around 1940, so it has a certain authority, but this figure has never been tested or confirmed or supplanted or really analyzed in any systematic way. So we have an amazing research team of 9 people, several of whom are here with us, who are trying to identify, locate, and contact these people. So it's an enormous, enormous job. And one of the things that I did in preparation for our journey is that I compiled a list of all the known Sousa Mendes visa recipients who correspond to the days of our journey. And it's very interesting because 2013, our year, happens to correspond to 1940 in terms of the days of the week. So Monday equals Monday, for example. So, which is quite wonderful. So today we are Tuesday, June 11th, if I'm not mistaken. And so we have the list of visa recipients that were that received visas on Tuesday, June 11th, 1940, which is the day when the government of France decamped to Tours. After they left Paris and before they arrived in Bordeaux, they were for a few days in Tours. So they arrived in Tours 73 years ago, and on that date, there were a number of visas that were given by Sousa Mendes, and this is Professor Neely Bruce here from Wesleyan University in Connecticut, who's going to read us the list of names of people who received visas on that date in history.
Isidore Vellner, age 50, U.S. citizen. Jules Bourreau, age 49. Lydia Bourreau, née Elbaum, age 36. Serge Bourreau, age 9. Blanche A. Stoner, age 41. William Stoner, age 43, U.S. citizens. A. Marjorie. Maurice Chimasso, age 18. A. Edgar Villa. Livia Lerner, née Kapelowitz, age 44. Paula Lerner, age 18. Abraham Isaac Lerner, age 48. Thomas Gordon. Abram Schwartz, age 65. Sientje Vecht, née Van Essel, age 39. Natje Van Essel, née Katz, age 39. Victor Vecht, age 44. Benno Vecht, age 19. Anne Broy, age 14, U.S. citizen. Jeanne Servet. James Broy, age 13, U.S. citizen. Beverly Broy, age 10, U.S. citizen. Bernadine Vecht, age 27. Aaron Vecht, age 24. Marguerite Vecht, age 26. Moses Vecht, age 58. Mathilde Vecht, age 52. Madame A. Brenner. Dr. S. Brenner. Max Singer. Elsa Singer. Emil Steinreich. Hannes Steinreich. Gerta and Leopold Steinreich, ages 48 and 49. Richard Reppel. Marcel Webb-Ware, age 43. Alexander Webb-Ware, age 51. Helen Hilliard, née Bau. Dr. Johann Hilliard. Marie Reich, age 48. Julian Joseph Reich, age 47. Therese Marie Reich, and other children, ages 12, 10, and 7. Muriel Wilkinson, age 40. Harold Wilkinson, age 60. Mark Lancelot and Harold Francois Wilkinson, ages 11 and 7. Franz Terlich, age 34. Johanna Terlich, age 26. Ruth Carpenter, née Pickard, age 25. Thaddeus Burt Carpenter, age 39. Vanden de Keyser, Juliette de Coeur, Jeanne Delogne, Therese Rosens, Jean van Geisel, age 40. Jean van Geisel, age 55. Jean-Paul van Geisel, infant. Margaret Wolf, née Wexler, age 29. George Wolf, age 44. Isabelle Wolf, née Brunel, age 71. James Brynans, Mala Vlenik, Marcus Podwaju, age 57. Civil Podwaju, age 48. Alois Shenkova, née Gabrielle, age 40. Bedrick Schenk, age 43.
Beatrice Gregory, née Ipejan, age 33. Farkias Gregory, age 30. Tigran and Makrin Gregory, ages 1 and 0. Madeleine Achikov, née Ipejan, age 36. Christophe Hachikov, age 31. Flora Gregory, age 63. Germaine Freudy. À la demande de Manuel et du comité, je voudrais dire quelques mots à propos de personnes qui ont disparu et qui ont été dans le combat, ce combat si difficile mené dans l'affaire Papon. Je me suis rendu compte hier, en reprenant quelques notes, que cette affaire s'est terminée exactement il y a 9 ans, jour pour jour, le 11 juin 2004, par un arrêt définitif de la Cour de cassation qui mettait un terme. Et voilà, c'est une espèce de coïncidence qui m'a surpris et un peu troublé. Et j'ai défendu dans cette affaire 27 personnes. Parmi ces 27 personnes, il y a un homme qui se battait depuis des années pour essayer de savoir qui avait fait déporter son père en 1942. Cet homme nous a quittés il y a peu de temps, il s'appelait Michel Sitansky, et d'une certaine manière, si les documents nous ont été donnés, des documents d'archives qui permettaient ce procès, c'est parce que tout le monde à Bordeaux savait qu'il cherchait. Et comme il cherchait, eh bien, on lui a apporté à lui, il les a transmis au Canard enchaîné, et ensuite, c'est le premier qui m'a parlé de cette affaire en me disant « mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Je lui ai dit « il s'agit de crimes contre l'humanité, il faut donc poursuivre en justice. Et seule la justice peut parler de ça. » Mais je ne voudrais pas oublier aussi que d'autres personnes nous ont quittés. Sur les 27 personnes que j'ai défendues, il y a une famille qui a été extrêmement nombreuse à mener ce combat, qui a mené ce combat avec beaucoup de dignité, d'acharnement. Une dizaine de personnes de la famille Matisson. Maurice David Matisson, sa mère Jacqueline, son fils Jean-Marie et leur cousine Esther Fogiel ont été les fers de lance de cette bataille également. Maurice David Matisson, malheureusement, est décédé en 2000, 2 ans après la tenue du procès à Bordeaux. Sa mère Jacqueline, je ne l'ai jamais rencontrée, elle est morte très vite et je n'ai jamais eu l'occasion. Je l'ai posé une plainte pour quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Jean-Marie est toujours avec nous et c'est devenu un ami très cher. Quant à Esther Fogiel, il y a quelques jours seulement, elle a disparu et je voudrais rendre particulièrement hommage à cette femme admirable qui a tellement souffert et qui pensait pendant toute la guerre, parce qu'elle avait été placée par ses parents dans une famille d'accueil pour la sauver. Elle a été sauvée, mais pendant toute la guerre, elle a pensé, et même après, elle a pensé qu'elle avait été abandonnée par ses parents. Ça, c'est aussi, ça fait partie des drames de la Shoah, c'est que des enfants qui ont été mis à l'abri, en fait, finissaient par penser qu'ils avaient été abandonnés par les leurs, ce qui est quelque chose d'épouvantable. Et elle a été mise dans une famille qui l'a véritablement martyrisée. Esther était quelqu'un qui avait gardé la voix qu'elle devait avoir quand elle était une petite fille. Tu l'as connue, n'est-ce pas, Manuel? Et c'était très émouvant de voir que d'une certaine manière, sa croissance, sa voix s'était bloquée au moment où elle avait été persécutée. Voilà, c'est à tout cela que, et puis je pourrais citer d'autres personnes, mais comme ceux-là viennent de nous quitter, je veux rendre hommage à leur mémoire. Ce sont grâce à eux, c'est grâce aux personnes que cette affaire a réussi. Ce n'est pas le parquet, ni le parquet général, ce ne sont pas les magistrats qui ont mis en route cette affaire, ce sont les personnes. Et c'est pour ça que je crois que toutes ces affaires-là, de bataille pour la mémoire, pour la justice rendue aux aïeux persécutés, est d'abord une affaire de piété filiale. Et sans cette piété filiale,
cette bataille pour la mémoire de ceux qu'on a perdus, cette affaire n'aurait jamais existé, donc je voulais leur rendre un hommage particulier à ce moment-là. Merci. Bien évidemment, vous représentez quelqu'un que vous avez connu. Vous avez encore cette attache mémorielle. Mais il y a un moment où les attaches mémorielles cessent, où elles deviennent de plus en plus rares. Et je m'en rends compte dans le secteur notamment de l'éducation. Vous vous rappelez peut-être de ce film de Bertrand Blier qui s'appelait déjà de façon prémonitoire « Hitler connaît pas ». Donc moi ce que je souhaite vraiment, vivement, et je vous le dis ici à toutes et à tous, je souhaite vivement que tout ce que vous avez porté en l'honneur de ce résistant de la première heure, cela puisse être communiqué dans une ou deux classes de l'Aquitaine, de la région Aquitaine, pour que pendant toute une année, pendant les plusieurs mois de l'année scolaire, il puisse travailler sur sa vie, sur son histoire, sur son acte de résistance, pour que finalement votre présence soit pour eux à la fois une illustration et une façon de ne pas oublier. Cette année, nous avons au lycée Lorgaté de Périgueux commémoré, ou tenté de commémorer, elle aurait eu 100 ans cette année, les premiers actes de résistance qui se sont situés à Bordeaux pendant l'été 1940. Donc elle appartenait à un réseau de résistance, et bien évidemment ce réseau de résistance, puisqu'elle était chercheur en physique, venait de l'Université des sciences, de la Faculté des sciences, bien évidemment tout ce réseau de résistance a été arrêté et finalement il a disparu. Donc les premiers résistants de 1940 ont 40-41 n'ont plus, si j'ose dire, laissé de traces, sinon dans la mémoire, elle est morte à Birkenau. Et donc à partir de ce moment-là, je crois que nous nous devons vraiment, vous, avec tout ce que vous incarnez, non pas en quelque sorte imposer cette mémoire, mais faire en sorte que cette mémoire puisse être comprise et que les générations qui arrivent et qui n'ont pas forcément eu les mêmes leçons d'histoire que nous, pour lesquelles on invente, si j'ose dire, une chronologie décousue, qui fait que, sans suite chronologique, ils ont parfois l'impression que Napoléon et Charlemagne vivaient en même temps. Donc, moi, vraiment, je souhaite que cet exemple-là, cet homme-là, ce personnage-là, et les liens qui nous relient avec le Portugal, soient symboliquement, de façon, je dirais, à la fois mémorielle et en même temps historique, grâce à vous, transmis à cette génération. Et je voudrais associer, Gérard, un nom dans cette recherche des papiers papaux. C'est le nom d'un conservateur des archives. Il s'appelait Jean Cavignac. Absolument. Et je voudrais qu'on associe son nom. C'est lui qui a trouvé les papiers. À cette mémoire. Voilà. Comme quoi, vous voyez, les historiens et les conservateurs, ça sert à quelque chose. Délégué à la culture, chers amis, je voudrais d'abord répondre à Anne-Marie Coppola et lui dire à quel point nous-mêmes nous sommes attachés à ce travail de mémoire. Et je voudrais rappeler ici 2 ou 3 associations qui font ce travail. D'abord, il y a la LICRA qui est ici présente, qui fait depuis très longtemps ce travail dans les établissements scolaires. Je voudrais également souligner ce soir un excellent travail d'un des organisateurs de ces voyages, qui est l'association AGPN, avec Hélène Kaufmann et Bernard Humeau, qui ont été des organisateurs avec la Fondation américaine et notre propre comité de cette manifestation et de ces voyages, et vous dire que Hélène Kaufmann, avec son compagnon et son association, ont fait un travail remarquable de la recueil des justes en Aquitaine et au-delà de l'Aquitaine, donc l'élaboration des outils pédagogiques. Pour faire ce travail que vous demandez, Madame la Vice-Présidente, vous avez en Aquitaine, vous avez des hommes et des femmes et des associations qui ont fait un travail remarquable que je voudrais saluer ici ce soir, d'autant plus que ce travail que nous avons conduit sur la mémoire de Sosa Mendes a été partagé par d'autres. Nous avons également ici présent Eduardo Bernard, qui est le président de l'association des retraités espagnols,
qui mène depuis longtemps avec les associations de la mémoire de Bordeaux un travail immense sur les Espagnols dans la résistance. Et je voudrais également rappeler ce soir que dans notre région, plusieurs centaines de républicains espagnols, et je salue la présence parmi nous du directeur de l'Institut Cervantes. Donc il y a eu un travail énorme sur la mémoire des Espagnols dans la résistance, mais également le rôle de Sosa Mendes, qui a sauvé également plusieurs centaines de républicains espagnols et plusieurs centaines de communistes allemands qui se sont réfugiés à Bordeaux. Je voudrais également saluer et remercier la présence de Monsieur le Consul général, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui a toujours été présent dans ce travail de mémoire en représentant son pays. Et je voudrais également saluer, parce qu'il est parmi nous, Éric Oiserat, qui est le président du consistoire, et vous dire une nouvelle fois ce soir que ce travail que nous avons initié il y a plus de 26 ans, dès le départ, nous l'avons engagé avec la communauté juive de Bordeaux, avec les 3 présidents qui se sont succédés et qui ont tous les 3 été membres vice-présidents de notre comité. Et le travail du comité Sosa Mendes en Aquitaine a été fait en lien étroit avec la famille Sosa Mendes qui est parmi nous, avec la communauté juive, avec les collectivités locales, la région, la ville de Bordeaux, parce que le président Chaban et Simone Noy étaient très sensibles à ça, le président Philippe Madrel, qui a été toujours très sensible à ces questions, les collectivités territoriales de notre territoire, sans oublier les villes, Senon, Pessac, Mècle et bien d'autres, Léognan, donc un certain nombre de villes de l'agglomération bordelaise et même des villes d'Aquitaine, qui ont conduit ce travail en allant jusqu'à créer des rues portant le nom de Sosa Mendes, mais également portant le nom des justes parmi les nations. Ce travail de mémoire, Madame la vice-présidente, nous y sommes présents au quotidien, vous nous y invitez, nous répondons présents en la matière. Je voudrais juste conclure ces quelques remerciements en vous présentant 2 personnes. Vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis ce soir. J'ai pris la décision il y a quelques mois de quitter la présidence du comité Sosa Mendes, non pas parce que ces combats ne m'intéressent plus, c'est parce qu'il y a une confusion, et Gérard l'a fait tout à l'heure, entre Aristides et moi. Donc, j'ai souhaité, au bout de 26 ans de combat, me retirer. C'est mon ami, M. João Lourenço, qui a été longtemps vice-consul du Portugal à Bordeaux, qui a connu Seabra, pour les amis qui sont là, ayant des États-Unis. João Lourenço, João Lourenço, qui a été pendant longtemps vice-président vice-consul du Portugal à Bordeaux, qui est aujourd'hui le nouveau président du comité, et c'est en partie grâce à lui que nous avons trouvé le cahier. Et João Lourenço a travaillé pendant de longues années avec José Seabra, donc ce monsieur qui aujourd'hui prend le relais de la présidence du comité, et je continue à être là pour les aider. Donc je voudrais vous présenter le nouveau président, parce que le combat pour la mémoire doit continuer. Et le combat pour la mémoire, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème d'éthique et de combat universel. Ce combat pour la mémoire nous dépasse. Par contre, nous devons, au moment où nous sommes, le mener. Ce n'est pas pour nous qui faisons ce travail, c'est pour nos enfants et c'est pour réconcilier l'humanité avec la vérité. Le travail de mémoire est un travail de sens, et je pense que ce travail de mémoire que nous conduisons ici et ailleurs, c'est ça qui va nous permettre, premièrement, à nous de nous réconcilier avec l'histoire, et en même temps d'aider nos enfants à grandir dans un esprit de liberté et en même temps de mémoire partagée. La transmission entre les générations est fondamentale. Nous sommes tous les maillons de la chaîne, et cette chaîne doit être maintenue. Et Sosa Mendes nous a liés avec les États-Unis, avec le Brésil, avec le Canada, avec Israël, avec la Belgique, avec la Suisse. Effectivement, ce travail est un travail qui traverse les frontières,
Et effectivement, quelles que soient les langues, les origines et les nationalités, c'est bien le combat pour la vérité, le combat pour la mémoire. Et pour terminer, je voudrais avoir une petite pensée, ou une pensée profonde, pour les 6 millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu la chance de retrouver sur leur chemin Sousa Mendes. Rappeler les sauvés, rappeler les justes, doit en permanence nous faire réfléchir sur les 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été sacrifiés pour rien au nom de la bêtise humaine. C'est pour ça que nous devons continuer le combat, pour que plus jamais ça ne puisse se produire dans le monde. Merci.